et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des documents assez intéressants concernant l'économie de la Guinée. Oui, bonjour. Et effectivement, il y a des chiffres qui sautent aux yeux dès le départ. Oui, ce chiffre, notamment en 2023, la Guinée qui dégage un excédent commercial global considérable, hein, plus de 11 milliards de dollars US. C'est énorme. Vraiment impressionnant comme chiffre global. Mais voilà, comme souvent, ce chiffre, il masque peut-être des réalités plus contrastées, surtout quand on creuse un peu dans certains secteurs manufacturiers. Exactement. Donc, notre exploration aujourd'hui, elle va porter sur ça, l'économie guinéenne et plus spécifiquement le potentiel de développement pour deux industries, les plastiques et les produits de nettoyage. Mhm. Deux secteurs très concrets. Tout à fait. Et pour faire ça, on a plusieurs types de sources. Des données commerciales, mondiales, africaines, guinéennes, très précises. On a aussi un projet, un plan d'affaires pour une école de fabrication. Oui, assez détaillé. On a aussi des documents de politique de développement du pays, des analyses sur les synergies entre industries et même un parallèle historique, assez éclairant, on verra. Un bon éventail de documents, en effet. L'objectif, c'est donc d'utiliser tout ça pour comprendre le contexte, identifier les défis, bien sûr, mais surtout, voir où sont les opportunités pour dynamiser ces secteurs-là en Guinée. Alors, allons-y, déballons tout ça. C'est parti. Commençons par la vue d'ensemble. Cet excédent commercial de 11 milliards en 2023, on l'a dit, c'est frappant. D'où est-ce qu'il vient principalement? Sans surprise, les sources confirment, ça vient massivement des industries extractives. Ah oui, La bauxite, le minerai de fer, l'or, les diamants, c'est vraiment ça qui tire la balance commerciale guinéenne vers le haut. C'est d'ailleurs mentionné comme les piliers économiques dans les documents de stratégie du pays. d'accord. Mais alors, vous disiez que ce tableau global masquait autre chose. Oui, tout à fait. C'est là que ça devient révélateur. Cette performance globale, elle cache une dépendance en fait assez critique aux importations pour des biens essentiels du quotidien. Mhm. Et si on zoome justement sur les plastiques, donc, le code SH39 dans la nomenclature internationale et les produits de nettoyage code SH34, là, l'image est radicalement différente. C'est-à-dire? Pour la Guinée, en 2023, on parle de déficit massif dans ces deux catégories. Massif. À quel point vous avez une idée de l'échelle? Oui, oui. Pour les plastiques, les importations, elles ont atteint presque 248 millions de dollars. Ah oui, quand même. Et en face, les exportations, elles peinaient à atteindre 8 millions. D'accord. Donc, Donc ça veut dire que les exportations couvraient à peine 3% des importations. C'est un déséquilibre énorme. c'est énorme, oui. Et pour les produits de nettoyage? Alors là, c'est encore plus marqué. Plus de 32 millions de dollars d'importation pour seulement 46 000 dollars d'exportation. 46 000. Oui. Le taux de couverture, il est quasiment nul, 0,14%. Donc on voit bien cette fracture entre la richesse brute, les matières premières exportées, et la capacité à produire localement des biens manufacturés, même de consommation courante. Et cette situation, c'est juste 2023 ou c'est quelque chose de plus ancré? Non, non, c'est une tendance qui s'est vraiment accentuée sur la dernière décennie, 2013-2023. D'accord, Si on prend les plastiques, par exemple, les importations ont été multipliées par quasiment 7 sur 10 ans, avec une accélération nette après 2016, d'accord. pendant que les exportations, elles, stagnaient, quoi, très très bas. Et pour le nettoyage, pareil? Tendance similaire. Importation multipliée par plus de 5 sur la période et pas vraiment de progrès côté exportation. Donc oui, les déficits se creusent d'année en année. Comment est-ce que ça se situe par rapport à la région, au reste de l'Afrique ou même au monde? Est-ce que la Guinée est un cas isolé? Pas totalement isolé, mais la situation y est, on peut dire, plus aiguë. L'Afrique, dans son ensemble, importe aussi massivement ses produits. Mhm. En 2023, pour tout le continent, on parle de 26,6 milliards de dollars pour les plastiques et 3,5 milliards pour les produits de nettoyage. C'est colossal. Oui, ce sont des marchés énormes. Exactement. Mais les taux de couverture africains sont quand même meilleurs. Environ 23-24% pour les plastiques et presque 50% pour le nettoyage. C'est mieux que les 3% et 0,14% de la Guinée. D'accord. Et au niveau mondial? Au niveau mondial, le commerce est bien plus équilibré dans ces secteurs. Et plus près de la Guinée, la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest? Bonne question. Au sein de la CEDEAO, les importations étaient aussi très importantes en 2023.
3,7 milliards de dollars pour les plastiques et 440 millions pour nettoyage. Donc ces chiffres régionaux sont gigantesques. Ça suggère qu'il y a non seulement une forte demande en Guinée même, mais aussi un marché régional potentiellement énorme si le pays arrivait à produire localement. Absolument. C'est le revers de la médaille de ces déficits. Il montre qu'il y a une demande. Une demande solvable qui existe, mais qui, aujourd'hui, n'est pas satisfaite par la production locale. Et c'est là qu'on fait le lien avec les priorités de développement du pays, j'imagine. Exactement. Les documents de politique guinéenne insistent là-dessus. Il faut diversifier l'économie, sortir de la dépendance aux matières premières, augmenter la valeur ajoutée produite sur place, développer l'industrie, l'agriculture. Mhm. Et il pointe aussi, et c'est crucial, le besoin d'améliorer les infrastructures. Surtout, l'énergie, ça revient tout le temps comme un goulot d'étranglement. Et puis, améliorer l'environnement des affaires en général. Et c'est justement dans ce contexte qu'une des sources devient très intéressante. Ce plan d'affaires pour une Himalat au cool, une sorte d'école de fabrication. Oui, L'idée, si je comprends bien, c'est de s'attaquer de front à ce manque de production locale. Comment ça marcherait concrètement? c'est une approche qui se veut très pragmatique. Oui, décrite dans la source 4. L'idée, c'est de créer une structure pour un transfert ouvert de savoir-faire technique, avec une formation très, très pratique. Pratique, c'est-à-dire? Apprendre à fabriquer, mais aussi apprendre à vendre ses produits. Ce n'est pas juste de la technique pure. Et un point clé, c'est l'autofinancement. Ah oui. Comment? L'école vendrait les produits fabriqués par les apprenants eux-mêmes pour couvrir ses frais. C'est un modèle qui vise une certaine autonomie. Intéressant. Et quel type de produit serait fabriqué et enseigné? Ça cible des besoins très précis, justement. D'un côté, les produits de nettoyage de base, l'eau de javel, les détergents liquides, les savons. Des choses simples, mais essentielles. D'accord. Et de l'autre côté, les plastiques, avec un focus sur le recyclage, le tri, mais surtout la transformation. Le moulage par injection, pour faire des bouchons par exemple, et le moulage par soufflage. Le soufflage, c'est pour faire quoi? Les bouteilles? Exactement. Surtout les contenants, les bidons très demandés. 5 litres, 10, 20, 30 litres. Pensez aux bidons pour l'eau, l'huile, les détergents. Faits en PEHD ou PET, c'est plastique très courant. Ah oui, je vois bien. Des produits dont on a besoin tous les jours. C'est ça. Et le projet est même phasé sur une année. Installation, recrutement au premier trimestre, puis formation initiale et première vente au deuxième. Ensuite, formation plus avancée en production et gestion. Et enfin, au dernier trimestre, démarrer des ventes sous contrat et même aider les diplômés à lancer leur propre petite entreprise. Formés à la fois à la fabrication et à la vente, sur des produits de première nécessité, ça semble très logique. La source 7 le rappelle d'ailleurs, ce sont des biens essentiels. Oui, Et le projet part du constat qu'il manque de fabricants et de compétences en Guinée, ce qui colle parfaitement avec les chiffres d'importation qu'on a vus. tout à fait. Ça répond à un besoin identifié sur le terrain. Et ça doit résonner aussi avec la situation démographique du pays, non? La source 15 donne des chiffres assez parlants. Absolument. La Guinée a une population extrêmement jeune, plus de 60% à moins de 25 ans. C'est énorme. Oui, et avec ça, un taux de chômage élevé, surtout chez ces jeunes, et un secteur informel qui représente plus de 80% de l'emploi. Donc beaucoup de jeunes, beaucoup d'informels, et j'imagine un besoin de formation. Exactement. Il y a aussi ce décalage qui est mentionné entre les formations techniques et professionnelles existantes, les FTP, et les besoins réels du marché. Parfois par manque de moyens ou parce que les programmes sont un peu obsolètes. Mhm. Donc, cette école de fabrication, avec son focus sur des compétences pratiques, directement utilisables, elle semble vouloir combler un vide important, créer des compétences et des emplois. Mais est-ce que ce type d'initiative, une école, même si elle est bien conçue, est suffisant pour vraiment lancer une dynamique industrielle plus large? C'est une excellente question. Et c'est là qu'intervient un autre concept, mentionné dans les sources 3 et 8, la Sanaïlechme heure du sou. On pourrait traduire ça par tissu ou schéma d'industrialisation. D'accord, qu'est-ce que ça implique? L'idée stratégique derrière le choix de ces deux secteurs, nettoyage et plastique, ce n'est pas juste de répondre à une demande immédiate. C'est de les voir comme des points de départ. Des points de départ. Oui, des industries qui peuvent en entraîner d'autres dans leur sillage. C'est une approche d'industrialisation progressive, par vague si vous voulez. Comment ça marche cet effet d'entraînement concrètement? Comment est-ce que fabriquer de la javel ou des bidons peut stimuler d'autres secteurs de l'économie? Le rapport sur la synergie économique, la source 9, l'explique assez bien. Si on commence par les produits de nettoyage, ça crée une demande immédiate et locale. Pourquoi? Pour des emballages, en plastique le plus souvent. Logique, oui.
Donc, si on se met à fabriquer ces emballages, les bouteilles, les bouchons, ça crée une demande pour les machines qui les fabriquent. Machines de moulage par soufflage, par injection. Ah, d'accord, je vois la chaîne. Et ça crée aussi une demande pour les moules spécifiques et pour les techniciens qui savent faire fonctionner et entretenir ces machines. À terme, ça peut même susciter un intérêt pour fabriquer localement certaines pièces de rechange, voire des machines simples. C'est une chaîne de valeur qui se construit petit à petit en partant des besoins du consommateur. Donc un produit aussi simple qu'un détergent pourrait tirer toute une petite chaîne industrielle derrière lui. Peut-être pas tout de suite la production locale de tout, mais au moins une R&D pour adapter les formules, trouver des alternatives locales ou plus écologiques. D'accord. Ensuite, les plastiques, évidemment. Oui, les plastiques. L'emballage est central. La demande pour les bouteilles, les flacons, les bouchons, ça stimule non seulement les techniques de transformation, soufflage, injection, mais aussi l'innovation dans les matériaux eux-mêmes. On peut chercher à faire des plastiques plus légers, plus résistants, ou qui intègrent du plastique recyclé. Ce qui nous amène au recyclage. Justement, qui dit production de plastique dit gestion des déchets. C'est incontournable. Donc si on veut par exemple que les nouveaux emballages contiennent un certain pourcentage de recyclé, ça pousse à développer toute la filière. Collecte, tri, transformation des déchets, on crée une boucle d'économie circulaire. C'est vrai. Et après, la chimie, les plastiques, le recyclage, il y a autre chose? Oui, le secteur des machines, des moules et de l'automatisation. Pour produire en volume, il faut des équipements performants, des moules de précision, souvent faits avec des machines CNC, CNC, commande numérique par calculateur. des machines très précises. Il faut aussi des lignes de remplissage, de conditionnement qui peuvent être automatisées. La demande pour ces équipements, ça peut stimuler un secteur local de maintenance, de réparation et peut-être même à terme de fabrication de certaines pièces ou machines simples. Et la recherche et développement dans tout ça. Elle est stimulée de manière transversale pour améliorer les formules des détergents, pour concevoir des emballages plus écolos, pour optimiser les processus de production. Ça crée des ponts entre l'industrie naissante et le monde de la recherche, les universités. C'est assez impressionnant de voir tous ces liens potentiels. Et au-delà de l'industrie elle-même, les sources parlent aussi d'autres effets positifs. Oui, le développement des compétences, bien sûr, les ouvriers, les techniciens, mais aussi les entrepreneurs, ceux que l'école veut former. Il y a aussi l'amélioration de la gestion des déchets qu'on a mentionné, et même, à plus long terme, des perspectives pour utiliser des matériaux biosourcés, d'origine végétale. C'est une vision assez intégrée du développement. Cette idée de commencer par des industries de base pour en entraîner d'autres de façon un peu planifiée, ce n'est pas complètement nouveau historiquement. Une des sources fait un parallèle avec le premier plan quinquennal industriel de la Turquie. Dans les années 30, Oui, 1934-1938, c'est la source 10. pourquoi ce parallèle est intéressant pour la Guinée aujourd'hui? Les contextes sont quand même très différents. Très différent bien sûr, mais l'approche turque de l'époque, elle offre des échos intéressants. On parle d'une jeune république, la Turquie à ce moment-là, qui sortait de conflits avec de gros défis économiques. Mhm. Et elle a misé sur une planification assez forte de l'État, ce qu'on a appelé l'étatisme, pour lancer son industrialisation. Plusieurs points sont pertinents pour notre sujet. Lesquels? D'abord, le focus mis sur la substitution des importations. Remplacer les produits importés par une production locale. Et sur quels produits? Les biens essentiels, le textile, le sucre, le papier, le verre, l'acier. Ah oui, comme les produits de nettoyage et les plastiques pour la Guinée en quelque sorte. Exactement. Réduire la dépendance pour les produits de base. Ensuite, deuxième point pertinent, la création d'institutions dédiées pour piloter cet effort, avec des ressources qui étaient limitées. Comme l'école de fabrication. Dans l'esprit, oui, même si l'échelle est différente. La Turquie a créé Sumerbank pour l'industrie légère et la formation, Etibank pour les mines et l'énergie, et le MTA, un institut de recherche minière pour explorer le sous-sol. Il y avait aussi une planification pour l'électricité, donc cette idée de structure spécifique pour impulser l'industrialisation. Et le troisième point? L'accent mis sur la formation et le renforcement des capacités nationales. Sumerbank, par exemple, avait explicitement cette mission de former des techniciens, des ingénieurs, quitte à les envoyer à l'étranger au début. C'est un écho direct à l'objectif de l'école de fabrication Guineil. Et ce plan turc, ça a marché. Oui, malgré des difficultés, des retards, des dépassements de coûts, c'est classique, ça a été considéré comme un succès notable. Ça a contribué à la croissance du PIB et même à un excédent commercial à terme. Ça suggère qu'une approche volontariste, centrée sur les besoins locaux et les compétences, peut fonctionner, même quand les conditions de départ sont difficiles.
D'accord. Alors si on essaye de synthétiser tout ce qu'on a vu, on a une Guinée avec cet excédent commercial global impressionnant, tiré par ses mines, C'est ça. mais qui, en même temps, importe massivement des produits manufacturés de base, plastique, produits de nettoyage. Oui, une forte dépendance, Ces importations, elles montrent qu'il y a un marché antérieur, une demande. une demande réelle, oui. Et en parallèle, on a une population très jeune qui a besoin de compétences, d'emplois que le système actuel a du mal à fournir. C'est exactement le tableau. Et c'est là, donc, que des initiatives comme cette école de fabrication prennent tout leur sens. Oui, parce qu'en ciblant ces deux secteurs, nettoyage et plastique, qui sont liés, qui ont une synergie, Mhm. on peut potentiellement amorcer une dynamique industrielle locale. On développe des compétences techniques, mais aussi entrepreneuriales sur place. On crée des emplois pour les jeunes. Et on répond directement aux objectifs que le pays s'est fixés. Diversification, valeur ajoutée locale. C'est une façon de commencer à réduire la dépendance aux importations tout en construisant quelque chose localement. Voilà. Renforcer le tissu économique local. Et il ne faut pas oublier le contexte régional, avec les marchés de la CEDEAO et de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Développer ses capacités en Guinée pourrait aussi ouvrir des débouchés à l'exportation à terme. Très bien. Alors, pour terminer notre exploration, peut-être une dernière réflexion qui essaye de connecter un peu tout ça. Allons-y. La Guinée est très riche en minerais. C'est la source de son excédent. Mais on a vu qu'un frein majeur au développement, c'est le manque d'énergie, d'infrastructures, notamment pour transformer ces minerais sur place. Oui, c'est le grand défi. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est si des initiatives manufacturières de base, comme cette école de plastique et de nettoyage, réussissent, si elles se développent, elles vont elles-mêmes avoir besoin de plus d'énergie, d'une meilleure logistique, n'est-ce pas? Logiquement, oui. La croissance appelle l'infrastructure. Est-ce que ce succès initial, même modeste au début, pourrait créer une demande interne suffisante, une justification économique plus solide pour enfin lancer ces grands projets énergétiques et infrastructurels dont le pays a tant besoin? C'est une perspective intéressante. Et ces grands projets, à leur tour, ils seraient évidemment cruciaux pour soutenir cette nouvelle industrie manufacturière, mais ils pourraient aussi, enfin, ouvrir la voie à la transformation locale des minerais, ce qui permettrait une métamorphose beaucoup plus profonde de l'économie guinéenne, au-delà de la simple extraction. Une sorte de cercle vertueux, où l'industrie de base appelle l'infrastructure, et l'infrastructure permet une industrialisation plus poussée, y compris la valorisation des ressources naturelles. Exactement. C'est une piste de réflexion, en tout cas, sur la manière dont des petits pas, bien ciblés, pourraient potentiellement enclencher de grands changements structurels. C'est une pensée stimulante pour conclure, effectivement, voir comment ces différentes pièces du puzzle économique pourraient s'emboîter.